Bonjour, hello, I'm Holly Swartz. I'm a professor of psychiatry at the University of Pittsburgh in the United States. I am here in Créteil to speak about bipolar disorder in high-risk adolescents and the use of interpersonal and social rhythm therapy as a treatment to help adolescents with bipolar disorder. Thank you. Et un très grand merci à professeur Le Boyer pour m'avoir invité ici. Je suis très contente d'être à Créteil et en France en plus. Et je m'excuse d'avance pour mon français épouvantable, mais je vais essayer de parler en français. Non, pas du tout. Et je vais utiliser un mélange de français et en anglais, et j'ai traduit les slides jusqu'à la fin, puis ça va changer en anglais, puis on verra. Donc, comme Marianne a dit, je vais parler de la psychothérapie interpersonnelle et des rythmes sociaux, c'est IPSRT en anglais. Je vais vous expliquer l'intervention précoce pour le traitement des troubles bipolaires chez l'adolescente. Mais je vais vous expliquer que c'est aussi le travail de mes collègues Tina Goldstein et Ellen Frank, aussi de University of Pittsburgh. Alors, aujourd'hui, je vais discuter, d'abord, je vais expliquer en bref pourquoi c'est important de discuter les troubles bipolaires à des débuts précoces, mais c'est évident que c'est très bien connu ici. Et puis, pourquoi c'est important d'utiliser le IPSRT pour les adolescents atteints des troubles bipolaires. Et puis après, on va discuter l'adaptation de développement pour chez les adolescents. Et puis, je vais expliquer la preuve pour le IPSRT A, ça c'est pour les adolescents, jusqu'à aujourd'hui. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est le travail de Tina Goldstein, c'est l'utilisation de l'IPSRT comme une stratégie de prévention pour les jeunes à un risque élevé. Donc, ça c'est à la fin, ça c'est en anglais. OK. Pourquoi les troubles bipolaires au début précoce? Pourquoi ça c'est très important? Vous avez discuté cela depuis le début de ce cycle de conférences, mais donc c'est une maladie très récurrente. Il y a un risque de récidive très élevé, vers 60%. Et il y a une évolution de ce type de maladie qui se détériore à l'âge de l'adulte. Donc c'est mauvais pour l'adolescent, mais aussi dans l'âge adulte aussi. On sait aussi qu'il y a une augmentation de risque de résultats négatifs pendant la vie de l'adolescent et adulte aussi, le suicide, l'abus de substances, et puis de comportements à risque, n'importe quoi, des autres choses aussi. Et pendant la vie, il y a une altération de fonctionnement négatif, social, scolaire, familial, et bien sûr un fardeau économique. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cela? Il y a un traitement on appelle le IPSRT pour les adolescents. Mais pourquoi on utilise le IPSRT? Qui connaît déjà le IPSRT? Il y en a peut-être quelques-uns, oui. Ouais. Donc, je vais expliquer un peu le base de ce type de psychothérapie. On pense que peut-être pour les troubles bipolaires, le système circadien est perturbé chez les gens atteints des troubles bipolaires. Et voici l'horloge biologique, le système circadien. Ça c'est très connu à tout le monde, ça c'est humain évidemment, d'avoir un système biologique qui est contrôlé évidemment dans le corps par une cascade d'événements biologiques, surtout dans le suprachiasmatic nucleus.
Ok. Et aussi, il y a des liens entre le cerveau et l'extérieur. C'est contrôlé typiquement par la lumière et les yeux, mais aussi des autres choses, un tas d'autres choses. Les choses digestives qui dit au cercle biologique que peut-être il y a un changement dans l'environnement, mais normalement on voit que il y a des choses qui sont réglées par le système circadien mais chez les patients atteints des troubles bipolaires, c'est un système très fragile. C'est-à-dire qu'il y a des changements biologiques qui contribuent au changement circadien, peut-être un changement de sommeil rêvé, un changement des autres choses aussi, de la pression, aussi de alertness. Qu'est-ce que c'est le mot en français? Ok, donc ce sont des choses qui sont à la fois les symptômes les troubles bipolaires et aussi les choses qui sont déréglées dans les troubles bipolaires. Et le IPSRT essaie de régler la vie autour des gens afin d'entraîner le système biologique. Alors ça, c'est le schéma de la théorie des Zeitgeber sociaux, c'est-à-dire les repères sociaux, les timeurs sociaux dans les troubles de l'humeur. Alors, en bref, on a l'idée qu'il y a évidemment les changements de la vie et ça rend des changements de repères sociaux. C'est-à-dire, par exemple, si on a un événement, si on a la naissance d'un bébé, par exemple, dans une famille, ça rend évidemment des grands changements dans la vie familiale et ça rend un changement dans la stabilité des rythmes sociaux, dans l'horloge biologique. Et évidemment, ça rend des changements dans la stabilité des rythmes sociaux et normalement, ça force on a des changements des symptômes somatiques. Normalement, on sent un peu mal, on a des problèmes à dormir, à se réveiller. Et normalement, on trouve un autre rythme, on retrouve sa stabilité. Et on peut retrouver ses repères sociaux. Le bébé commence à dormir et on se sent du bien. Mais chez des gens qui souffrent des troubles bipolaires, il y a un entraînement pathologique des rythmes biologiques. C'est difficile de trouver l'autre sens. Voilà, ça n'arrive pas. Et on reste dans les symptômes somatiques et on l'appelle un épisode maniaque ou dépressif. Et c'est le but de le traitement IPSRT et d'aider les patients de retrouver l'autre direction. Ça c'est un autre moyen de l'expliquer, qu'il y a des liens entre les stresseurs, le sommeil et le réveil, les rythmes sociaux et l'humeur. Et voici les éléments essentiels de l'IPSRT. Et comme vous voyez, il y a les deux parties de ce type de traitement. C'est basé sur un traitement qui était développé pour la dépression unipolaire. Et ça s'appelle la psychothérapie interpersonnelle, qui était développée par Myrna Weissman et Gerald Klerman. Et ça, c'est un traitement où on souligne les liens entre l'humeur et les événements de la vie. Et puis, on met l'accent sur la sphère des problèmes interpersonnels. Et il faut choisir entre 4 problèmes interpersonnels. Le deuil, les périodes de transition de rôle, les disputes concernant les rôles et des déficits interpersonnels. Ça, c'est la première partie. Et puis l'autre partie est la thérapie des rythmes sociaux. Et là, on régularise les rythmes quotidiens et
encore, on souligne les liens entre les routines et l'humeur. Et on utilise un questionnaire qui s'appelle le SRM, le Social Rhythm Metric, pour coter et surveiller et changer les routines. Et je vais vous montrer le SRM pour les adolescents. Alors, le IPSRT était développé pour les adultes. Et si vous vous intéressez, on peut discuter le traitement pour les adultes samedi. Mais pourquoi c'est important pour les adolescents? Well, on a déjà les épreuves pour les adultes. Et par rapport aux adultes recevant une prise en charge clinique, ceux qui ont reçu le IPSRT ont démontré une récupération plus rapide des épisodes dépressifs et ils ont démontré des rythmes plus régularisés et des périodes d'euthymie sur 2 ans plus longues et une amélioration de fonctionnement psychosocial. Donc, c'est chez les adultes. Donc, ça a marché chez les adultes. Et aussi, le traitement, le psychothérapie interpersonnelle, ça marche aussi chez les adolescents. Donc, ça, c'est le IPTA, ça, c'est le traitement pour les adolescents atteints de dépression unipolaire. Et c'était un traitement duré de 12 semaines. Et dans une RCT, Randomized Controlled Trial, ouais, et les jeunes déprimés qui ont reçu IPTA ont démontré une plus grande diminution des symptômes dépressifs. Et il y avait une différence entre le pourcentage qui ont récupéré après le traitement, 75% pour IPT et 46% le groupe témoin. Donc, on sait aussi que la période d'adolescence est une période très importante dans le domaine social pour les adolescents. Et ça, c'est par rapport de leur donner un traitement psychosocial. Et on sait aussi que les événements stressants sont très importants dans cette période, surtout pour les gens qui souffrent des bipolaires début précoce. Donc, il y a l'idée de le Kindling Theory de Bob Post, c'est peut-être connu ici, oui. Donc, pour les gens qui ont connu moins d'épisodes, qui sont plutôt au cours de son cours de bipolarité, ou les gens qui sont plus jeunes, c'est les effets des épisodes stressants ont plus d'effets pour eux. Donc, il faut éviter les effets des événements stressants. On sait aussi qu'il y a une épidémie, voilà, ça c'est en anglais, de sleep deprivation aux États-Unis, mais je crois que c'est aussi la même chose ici en France, que chez les élèves secondaires, 45% dit qu'ils manquent de sommeil le soir de l'école. Et ils ne sont pas très gentils le matin, pendant le jour, en raison de manque de sommeil. Donc ça, c'est très normal pour eux. Donc un traitement qui se focalise sur le sommeil, c'est très important pour ce groupe et pour les parents, évidemment. Et il faut... ce qui est important aussi, est un traitement qui font des liens entre les facteurs sociaux
et les facteurs biologiques. Et je vais décrire un peu les facteurs biologiques chez l'adolescent et les facteurs sociaux pour vous expliquer pourquoi ce traitement est forcément important chez l'adolescent. Alors, chez l'adolescent, comme vous en savez déjà, il y a beaucoup de choses qui dérangent les rythmes sociaux et surtout le cycle réveil-sommeil. D'abord, je crois que c'est la même chose ici en France. Le temps de démarrage de l'école est plutôt pour les adolescents. C'est même plutôt que les petits-enfants. C'est pareil ici en France ? Non, voilà. Alors ça, c'est un peu bizarre aux États-Unis. Et aussi l'utilisation de la technologie en excès. C'est vraiment un problème pour des jeunes. Et aussi, il y a un problème avec trop de devoirs et un désir d'autonomie. Et il reste élevé plus tard tout le temps. Donc, ça, c'est la vie d'un adolescent. Et c'est, il y a interaction avec toutes ces choses psychologiques, avec la biologie de l'adolescent. Dans les années d'adolescence, on sait que le sommeil de nuit devient plus léger et on est plus susceptible à des perturbations extrêmes. Donc, il y a des problèmes naturels, normaux de sommeil. Et aussi, il y a des changements physiques, cognitifs, émotionnels rapides. Et il faut avoir des changements de sommeil à cause de ces changements rapides. C'est normal d'avoir, il y a normalement une augmentation de somnolence diurne pour des adolescents. Et aussi, il y a un changement de synchronisation de sommeil vers la phase retardée, c'est-à-dire que normalement, les adolescents préfèrent l'heure de coucher et de se réveiller plus tard. Donc, ça, c'est normal pour les adolescents. Mais ça, c'est un problème si on a une atteinte, si on a des troubles bipolaires ou un risque familial des troubles bipolaires. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, comme j'ai expliqué, on a ce type de traitement pour les troubles bipolaires. Et on ajoute aussi la participation des parents, parce que pour les jeunes, c'est très important, pour plusieurs raisons. D'abord, évidemment, le contexte familial est important pendant l'adolescence, ça c'est vrai, mais les rythmes de la vie sont pour la plupart un rythme familial, donc on a besoin d'améliorer la régularité sociale pour l'adolescent, mais aussi la régularité des rythmes sociaux dans la famille. Il faut vraiment éduquer la famille sur les troubles bipolaires. Ça ne suffit pas d'éduquer sur seulement l'adolescent. Et aussi, il faut discuter avec les parents l'importance de soutenir l'observance du traitement, soit le traitement médicamenteux, soit le traitement psychologique, et aider à maintenir un environnement de low stress pour l'adolescent, c'est-à-dire, ça fait partie du traitement, de résoudre un conflit interpersonnel entre les parents et l'adolescent ou des autres choses stressantes avec les autres enfants dans la famille. Ça, c'est le Social Rhythm Metric. Si vous connaissez déjà le SRM pour les adultes, ça a changé un peu. Ça, c'est pour les jeunes avec des pictures et tout ça. Mais on cote chaque jour l'heure de
rêver, l'heure d'avoir contact avec autres personnes, l'heure de commencer l'école, l'heure d'exercice physique, l'heure de dîner, devoir, et puis on peut montrer notre activité, les sports, la danse, n'importe quoi, et l'heure de se coucher, et puis il faut coter l'humeur de moins 10 à plus 10, et puis on cherche, on cote chaque jour, et on cherche la régularité pendant la semaine, et puis les liens entre la régularité et l'humeur. Et on peut coter le SRM pour la recherche, mais c'est aussi un outil pour la psychothérapie, pour faire des changements dans le temps ciblé, et aussi pour voir et pour expliquer à l'adolescent que les horaires plus réguliers sont liés à une humeur plus stabilisée. Évidemment, la vie d'un adolescent est très compliquée, donc il faut être réaliste un peu. Donc, normalement, pour les adultes, on dit chaque jour, en même temps, il faut se lever, en même temps, il faut se coucher, chaque jour, le samedi, le mardi, le mercredi, n'importe. Mais chez l'adolescent, c'est un peu plus compliqué. On dit, ben, OK, peut-être le week-end, on peut avoir un petit peu de changement, peut-être 1 heure, 2 heures de différence de coucher, heure de coucher, réveiller. Seulement la première nuit de week-end, mais pas 5 heures, 6 heures, voilà, il faut arrêter tout cela. Alors, et les vacances quand même, les vacances scolaires, les grandes vacances, il faut changer un peu les horaires. Chez l'adulte, on dit non, il faut continuer même pendant la vacance, il faut continuer le même horaire, mais il faut être, comme j'ai dit, un peu réaliste chez l'adolescent. Alors, qu'est-ce qu'on a fait déjà? Ça, c'est le travail de Stephanie LaStalla, qui était à Pittsburgh maintenant, elle est à Washington University. Et ça, c'est un open trial avec les adolescents, le moyen âge de 16-17 ans, et la moitié, mais female. Et bipolar 1 to bipolar NOS, et l'âge du début de la maladie vers 11 ans. Et dans l'essai ouvert, on a trouvé que il y avait une diminution voilà, des symptômes psychiatriques généraux, et aussi en spécifique la dépression et les symptômes maniaques, et une amélioration de fonctionnement global. Et ils ont aimé le traitement, ils sont très satisfaits. 92% a complété le programme. Et ils ont une expérience très positive. Et ici, c'est un randomized control trial. Ça comparait IPSRT à treatment as usual. Et le schéma de randomisation était 2 à 1. Et le treatment as usual, c'était, il y avait 1 heure et demie, une séance de psychoéducation familiale. Et puis, on les a envoyés aux professionnels dans la communauté. Et c'est tout. Et puis, dans ce groupe, le treatment as usual, 4 sur 5 ont reçu la psychothérapie, n'importe quoi. On ne savait pas ce qu'on a reçu. Et les résultats, encore, c'est pareil, environ 17 ans. Et peut-être il y avait une différence entre les groupes, 60% male, c'est très petit les groupes. Et la moitié était bipolar 1, et aussi l'âge du début de la maladie vers 13 ans.
Et voilà les différences entre le groupe sur le BPRS, le Brief Psychiatric Rating Symptoms, sur 20 semaines. Et il y avait une différence entre le groupe qui ont reçu IPSRT-A. Ça, c'est la différence entre du début du traitement et 20 semaines. Et puis, il n'y avait aucune différence entre le groupe Treatment as Usual. Et c'est à peu près la même chose pour les symptômes maniaques. Et puis, comme vous verrez, ça c'est le BDI, the Beck Depression Inventory, les symptômes dépressifs, la même chose. Mais là, on a vu aussi un changement dans le treatment as usual, mais ce n'est pas aussi fort que le IPSRT. Mais il faut dire que, comme j'ai dit, il y avait le groupe, le treatment as usual group, ils ont reçu quelques traitements. Et là, ça c'est le Children's Global Assessment of Symptoms, ça c'est le fonctionnement global. On a vu plus de changements chez le groupe qui ont reçu IPSRT-A. Donc, on a vu dans ce petit épreuve que les adolescents en IPSRT, qui ont reçu IPSRT, ont montré une amélioration significative de tous ces symptômes, general psychiatric symptoms, symptômes psychiatriques, et aussi les symptômes dépressifs et maniaques, et aussi le fonctionnement global. Et il y avait une acceptabilité très excellente de ce traitement. Mais c'était très petit comme épreuve. La taille de l'échantillon est trop petit pour tester adéquatement les différences entre les groupes. Et il faut faire une plus grande étude. Donc, à la fin, je vais discuter la stratégie de prévention. Et ça, c'est, comme j'ai dit, le travail de Tina Goldstein. Et je vais discuter les enfants de parents atteints de troubles bipolaires. Donc, ce sont des enfants, les adolescents qui n'ont aucun trouble psychiatrique. Donc, mais ils sont risques parce que ces parents souffrent des troubles bipolaires. Et comme on sait déjà, les troubles bipolaires sont très irritables. Et on sait que 5 à 15% des enfants, des parents qui souffrent, qui a un parent qui souffre de troubles bipolaires, devient bipolaire lui-même. Et si on a 2 parents qui souffrent des troubles bipolaires, il y a un risque d'environ 30% pour l'enfant. Et on a l'idée que l'intervention précoce pour les jeunes à risque peut avoir le potentiel de retarder ou même empêcher les troubles bipolaires. Et ça, c'est l'idée de cette étude. Alors, comme j'ai déjà expliqué, pour le traitement IPSRT, ça c'est un traitement qui est focalisé sur le réveil, sommeil et les rythmes circadiens. Et on sait déjà que ça c'est les symptômes centraux des troubles bipolaires. Mais on sait que avant de développer les troubles bipolaires, on voit qu'il existe des problèmes de sommeil et les rythmes sont déréglés même avant de développer la maladie. Donc, il y avait des épreuves qui démontrent que les enfants des parents qui souffrent des troubles bipolaires ont un taux élevé de désordre de sommeil qu'un groupe témoin.
Et comme j'ai expliqué, il y a quand même des désordres de sommeil dans les adolescents normaux. Et on a fait une épreuve avec des adolescents de 12 à 18 ans qui ont au moins un parent qui souffre des troubles bipolaires et l'enfant n'a aucun trouble bipolaire, not even spectrum bipolar disorder. Mais ils peuvent avoir des autres problèmes psychiatriques, soit des troubles anxieux, soit des eating disorders, choses comme ça. Et on voit on les évalue pendant 6 mois. Et ça, c'est un actigraphy, un exemple d'un patient. Il a 16 ans. Il a aucun maladie diagnostique. Sa mère souffre des troubles bipolaires type 1. Et ça, c'est seulement une nuit. Mais comme vous voyez, ça, c'est comment ça se dit? Sleep efficiency. Efficiency? Alors, 60%, ça c'est très bas. Il a été au lit pour 6h30, mais il a dormi pour 3h50 minutes. Donc, il avait déjà des problèmes à dormir, même s'il n'avait aucune maladie. Donc, vous voyez ici que ça c'est l'heure il a commencé à dormir vers 10h. Mais il avait des périodes où il s'est réveillé ici. Et ça, c'est l'heure de rêver, mais c'était vers 4h du matin. Donc, c'est le risque, on peut le voir, et c'est typique de ces enfants. Alors, c'était une petite étude avec 13 adolescents. Le moyen âge était 15 ans. Et vous voyez les types de diagnosis ici. Rien pour 6 adolescents et puis des ordres dépressifs 3, puis ADHD, Anxiety Disorder, Substance Use, OCD. ODD. Obsessional Defiant Disorder. Et il y avait des changements dans le weekend oversleeping, le grasse matinée grasse matinée. Pour ça c'est avant IPSRT et puis 3 mois et puis après la fin de traitement. Donc, c'était un pilot study et il y a une grande acceptabilité et les adolescents étaient très satisfaits. Et on pense que peut-être ça peut faire un changement dans le sommeil. Et Tina Goldstein, elle était en train de faire une épreuve maintenant, un randomized control trial avec les adolescents pour une étude de prévention. Donc, je veux faire des remerciements à mes collègues, surtout à Tina Goldstein, Ellen Frank, also Boris Bermaher. Et c'est tout. J'ai peut-être un instant pour des questions.